Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre de 7 ans, 1756-1763, principal conflit du XVIIIe siècle, mais aussi d'une certaine manière la Première Guerre mondiale. Premier conflit planétaire, la guerre de 7 ans oppose sur plusieurs continents les grandes puissances du XVIIIe siècle, regroupant en deux ensembles d'alliances l'Angleterre, la Prusse et le Portugal, opposés à la France, l'Autriche, la Russie, la Suède et l'Espagne. Partons ensemble à la découverte du conflit qui a ravagé le monde. La paix instaurée à l'issue de la guerre de succession d'Autriche avait laissé tous les belligérants déçus, avec des envies de revanche. La paix conclue au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 n'avait été que de courte durée. Il ne s'agissait que d'une trêve dans le conflit qui opposait les puissances européennes. Les hostilités allaient renaître en 1756 et durer 7 ans. Mais depuis la guerre de succession d'Autriche, les relations entre les nations avaient évolué. Et le renversement des alliances avait transformé les rapports entre les États. La crise européenne, qui débuta en 1756, avait en fait deux raisons principales. La rivalité maritime et coloniale qui opposait la France et l'Angleterre en Amérique du Nord et dans l'Inde. L'inquiétude de l'Autriche devant les progrès de la Prusse et la volonté qu'avait Marie-Thérèse d'Autriche de reprendre la Silésie à Frédéric II. Depuis le XVIIe siècle, les Français avaient pénétré à l'intérieur du Canada et possédaient du Saint-Laurent au Mississippi un territoire très vaste. Ils avaient construit dans la vallée de l'Ohio des forts pour barrer la route aux Anglais, qui disposaient de forces militaires supérieures aux leurs. La lutte s'engage sérieusement après le traité d'Aix-la-Chapelle, le long du cours de l'Ohio. En 1754, des miliciens de Virginie, commandés par le jeune George Washington, tuent dans des conditions obscures un officier français. Et les Français ripostent en prenant le fort Necessity, où les colons britanniques étaient installés. L'année suivante, le 8 juin 1755, deux vaisseaux français, l'Alcide et le Lys, furent capturés près des bords de Terre-Neuve par les Anglais. Peu de temps après, 300 navires français et leur cargaison estimée à 30 millions de livres étaient pris par les corsaires anglais. Mais alors que l'Angleterre se prépare activement à combattre, le roi de France Louis XV se résigne difficilement à accepter une guerre qui le répugne. En référence aux bornes officielles assignées aux hostilités, le conflit porte en Europe le nom de guerre de 7 ans. Cette appellation est loin de faire l'unanimité outre-Atlantique, et ce pour deux raisons. La première est d'ordre temporel. Lorsque la France déclare la guerre à l'Angleterre le 9 juin 1756, les hostilités sont engagées depuis déjà 2 ans en Amérique du Nord. Le même décalage est observable au terme du conflit. Si la guerre prend officiellement fin en février 1763, les combats ont cessé outre-Atlantique à l'automne 1760. Au Nouveau Monde, la guerre de 7 ans n'a en réalité duré que 6 années. Dans le Canada voisin, dont l'allégeance s'est passée à l'Angleterre en 1763, cette guerre des Français et des Indiens se transforme tout naturellement en une guerre de la conquête. Guerre de 7 ans, guerre des Français et des Indiens, guerre de la conquête, ce conflit aux multiples appellations possède une indéniable dimension planétaire. Peut-on aller jusqu'à parler de Première Guerre mondiale ? C'est ce qu'assurait Winston Churchill dans son Histoire des peuples de langue anglaise. Considérons ce conflit à l'aune des guerres qui ensanglantent l'Europe de l'ancien monde. Contrairement à la plupart des conflits européens, ses fondements ne sont pas dynastiques. À ses commencements, cette guerre est le produit de deux ambitions impériales antagonistes. Son origine extra-européenne est tout aussi hors norme. C'est en Amérique du Nord qu'éclate la guerre de 7 ans. Ce n'est que dans un second temps, sous l'effet des jeux des alliances, qu'elle se propage au vieux continent, puis au reste du monde. L'étincelle appelée à mettre le feu à la planète est partie d'une zone vitale pour les intérêts français, le pays de l'Ohio. En contrôlant la vallée de cet affluent du Mississippi, les colons entendent réaliser la jonction du Canada avec la Louisiane. Il va sans dire que Londres regarde d'un mauvais œil ce projet d'une nouvelle France d'un seul tenant, qui prendra en tenaille les 13 colonies britanniques. Le 28 mai 1754, alors que plusieurs affrontements ont déjà eu lieu, l'irréparable est commis.
Un détachement français, commandé par le capitaine de Jumonville, rencontre une troupe de miliciens virginiens placés sous les ordres d'un jeune lieutenant-colonel nommé George Washington. Jumonville et plusieurs de ses compagnons sont massacrés. Les hostilités sont officiellement engagées. Inquiètes de la tournure prise par les affaires, les deux puissances coloniales se pressent d'envoyer des renforts. En 1755, le cabinet de Londres, qui entend dicter ses conditions aux futurs pourparlers, en s'étendant au préalable imposé sur les mers, tente de frapper fort, alors qu'officiellement la France et la Grande-Bretagne sont toujours en paix. L'ordre est donné à la Royal Navy de s'emparer des navires français, convoyant les troupes en Amérique du Nord. Les Britanniques, qu'on compare partout aux pirates d'Alger, se sont déconsidérés auprès de l'opinion européenne. Scandalisés par la perfide Albion, la guerre de 7 ans, on a souvent tendance à l'oublier, a commencé sous les meilleurs auspices pour la France. En juillet 1755, fraîchement débarquée au Nouveau Monde, l'armée britannique du général Braddock se fait étriller par les alliés amérindiens des Français. L'année suivante, le 14 août 1756, les troupes du marquis de Montcalm, toujours épaulées par les précieux alliés autochtones, se saisissent du fort d'Oswego, port stratégique majeur sur le lac Ontario. Tandis que les Français ne cessent de renforcer leur position en Amérique du Nord, l'Angleterre vient de subir une terrible humiliation en Méditerranée. Le 28 juin 1756, les troupes du maréchal de Richelieu se sont emparées de Minorque, de l'île des Baléares, aux mains des Britanniques depuis le traité d'Utrecht de 1713. La chute de ce symbole de la puissance maritime de l'Angleterre provoque une crise politique à Londres qui propulse au pouvoir William Pitt l'Ancien. Dans l'opposition, Pitt n'a cessé de réclamer des mesures énergétiques en faveur de l'Amérique. Devenu secrétaire d'État au département du Sud et en cette qualité chargé de la direction des opérations militaires dans les colonies, Pitt entend tout mettre en œuvre en faveur du peuple d'Amérique, qu'il a présenté dans un de ses discours les plus célèbres, comme trop longtemps insulté, trop longtemps négligé, trop longtemps oublié. Cette politique tarde néanmoins à produire des effets positifs. Il faut attendre la fin de l'année 1757 et le tournant de ce qu'on appelle la guerre d'Allemagne pour que le rapport de force se mette à basculer dans le Nouveau Monde. L'Amérique a été conquise en Allemagne, a déclaré Pitt à l'issue des hostilités. Cette boutade n'a rien d'une plaisanterie. À maints égards, l'Angleterre a été sauvée d'un désastre par l'ouverture d'un nouveau front situé en Europe par la Prusse. Cette guerre dans le Saint-Empire est la conséquence inattendue d'un bouleversement diplomatique de première importance que l'historiographie a retenu sous l'appellation de renversement des alliances. Quand éclate la guerre dans le Nouveau Monde, le système européen s'articule toujours sur la vieille adversité entre la France et les Habsbourg, dont les origines remontent au XVIe siècle. Le dernier conflit en date, la guerre de succession d'Autriche 1740-1748, a mis aux prises une fois de plus la maison de Bourbon et celle de Habsbourg. Cette dernière a vu sa riche province de Silésie conquise par un jeune prince qui, dès son ascension au trône en 1740, s'est mis à jouer les troubles faits dans les relations internationales. Frédéric II, le roi de Prusse. La montée en puissance de la Prusse, qui modifie profondément l'équilibre des forces et les stratégies militaires au centre de l'Europe, est la cause première du renversement des alliances. À Vienne, l'impératrice reine n'a pas renoncé à récupérer la Silésie. Pour y parvenir, Marie-Thérèse d'Autriche estime qu'il faut tirer un trait sur près de 3 siècles de tradition diplomatique. Seul l'appui de la France permettrait à l'Autriche de reconquérir cette province. À la fin de l'été 1755, le chancelier Kaunitz donne ordre à son représentant en France d'ouvrir les pourparlers. Si Louis XV se montre d'emblée enthousiasme, les négociations avancent néanmoins lentement. L'Angleterre est elle aussi à la recherche de nouveaux appuis en Europe. George II, roi de Grande-Bretagne, est simultanément prince électeur de Hanovre. En 1755, la montée des tensions en Amérique du Nord lui fait craindre une offensive française contre ses possessions. Occupé par les Français, le Hanovre pourrait en effet servir de monnaie d'échange dans de futures négociations. Pour sécuriser l'électorat, il est urgent d'obtenir du roi de Prusse, alors allié de la France, des garanties de neutralité dans le conflit en cours. Déçu par Louis XV, qu'il regarde comme un prince pucellisme, aux mains de courtisans et de ses maîtresses, Frédéric II répond favorablement aux avances de Londres. Le 16 janvier 1756, par la Convention de Westminster, il s'engage à ne pas intervenir aux côtés de la France dans une éventuelle guerre.
Le premier acte du renversement des alliances vient de s'achever. Le second acte ne tarde pas à s'ouvrir. Scandalisé par l'attitude de son allié prussien, Louis XV accélère les pourparlers avec l'Autriche, aboutissant le 1er mai 1756 par un traité d'alliance défensif qui stipule que la France s'engage à prêter main forte à Marie-Thérèse d'Autriche en cas d'agression. La paix de l'Europe, du moins est-ce l'opinion de Versailles, semble maintenant garantie. Terrible illusion, car moins de 4 mois après la signature du traité de Versailles, le vieux continent s'est embrasé. Le rapprochement franco-autrichien, de même que des rumeurs faisant état des velléités belliqueuses de la Russie, de la tsarine Élisabeth Ier et de la Saxe, pousse en effet le roi de Prusse, encerclé de toutes parts, à lancer une guerre préventive. L'alliance de l'Angleterre et de la Prusse sera rejointe en 1762 par le Portugal de José Ier, tout comme la France et l'Autriche seront rejoints par l'Espagne de Carlos Ier et la Suède. Le 29 août 1756, sans prendre la peine de déclarer la guerre, Frédéric II envahit la Saxe et fonce sur la Bohême, surprenant l'armée autrichienne, qui ne s'attendait pas à une ouverture aussi subite des hostilités. La guerre dans le Saint-Empire a pour première conséquence de renforcer le système né du renversement des alliances. Le 1er mai 1757, un second traité de Versailles est signé entre la France et la Maison d'Autriche. En vertu de celui-ci, Louis XV s'engage dans le conflit européen en envoyant combattre en Westphalie une armée de plus de 100 000 hommes. 2 mois plus tard, Frédéric II, roi de Prusse, disperse les Autrichiens à Leuthen en Silésie. Pendant les années qui suivent, le roi de Prusse doit faire face sur 3 fronts différents à 3 groupes d'armées qui convergent vers Berlin. Les Français furent vaincus à Kerfield en juin 1758 et perdent le Hanovre, qui ne peut être repris, malgré les efforts du maréchal de Broglie. 1 an plus tard, en août 1759, ils étaient de nouveau défaits à Midden. Mais bientôt, la Prusse succombe sous les forces de la coalition qui se resserrent autour d'elle. Le 12 août 1759, les Austro-Russes lui infligent la défaite de Kunendorf et entrent à Berlin en octobre 1760. Les impériaux occupent la Saxe, les Autrichiens la Silésie. La France elle-même remporte une victoire à Klostenkamp le 15 octobre 1760 et cette bataille fut illustrée par un acte de courage rapporté par Voltaire. Le jeune chevalier d'Alsace tomba au cours de la nuit qui précède la bataille sur une colonne ennemie qui l'entoura et le menaça de mort s'il avertissait les Français. Mais Assas n'hésite pas à sauver ses compatriotes en criant à son régiment « À nous Auvergne, ce sont nos ennemis !» et tomba percé de coups. Mais malgré d'autres épisodes glorieux, comme la prise de Cassel par le comte de Broglie ou la défense victorieuse de Göttingen, les armées françaises se montrent incapables d'affronter durablement les troupes prussiennes, remarquablement entraînées, tout en manquant de chefs de valeur comparables à Maurice de Saxe. Malgré son habileté stratégique et la valeur de ses soldats, Frédéric II se trouve dans une situation particulièrement critique lorsque le hasard vient à son secours. Le 5 janvier 1762, la tsarine Élisabeth Ier meurt et son successeur, Pierre III, admirateur du roi de Prusse, signe avec lui une paix séparée le 5 mai 1762. Il lui rend, par ce traité, toutes les conquêtes réalisées par la Russie depuis le début de la guerre. La Suède suit immédiatement l'exemple de la Russie. En remportant le 21 juillet 1762 la victoire de Böckendorf sur les Autrichiens, Frédéric II parvient à reconquérir presque toute la Silésie. Privé de l'aide de la Russie, l'Autriche était disposée à traiter avec la Prusse. Quant aux Français, les revers qu'ils avaient essuyés aux colonies les poussent à la négociation. À contre-cœur, en suivant la diète impériale qui déclare la guerre à la Prusse le 17 janvier 1757, la plupart des États du Saint-Empire romain germanique rejoignent la cause de l'Autriche et de Marie-Thérèse d'Autriche contre Frédéric II. L'alliance anglo-prussienne a été rejointe par quelques petits États allemands au sein de l'Empire, notamment l'électorat de Hanovre, possession du roi d'Angleterre, mais aussi le Brunswick et le Hesse-Kassel. La Suède de Adolphe Frédéric de Suède cherche à reconquérir la Porémanie. Elle a rejoint la coalition, voyant sa chance lorsque toutes les grandes puissances continentales d'Europe se sont opposées à la Prusse. L'Espagne, liée par le pacte de famille, intervient au nom de la France et ensemble, ils lancent une invasion infructueuse du Portugal en 1762, avec 40 000 hommes, concentrant son offensive sur la frontière de la province de Trás-os-Montes et de Alto Douro.
enlevant la terre de Miranda, les villes de Bragance et de Chavez. Ces réussites espagnoles contre ces forteresses mal défendues amènent rapidement le gouvernement portugais à demander l'aide de son allié britannique. La Grande-Bretagne envoie une force de 8000 hommes sous le commandement de John Burgoyne soutenir les Portugais. Une armée anglo-portugaise plus vaste de 15 000 soldats est ensuite formée sous la direction de Frédéric Guillaume de Schonsburg-Lippe et parvient finalement à enrayer puis repousser les envahisseurs qui ont de lourdes pertes provoquées par les guerrieros, les réguliers anglo-portugais et une tactique de la terre brûlée. 25 000 hommes, morts, prisonniers et déserteurs. En Amérique du Sud, une expédition espagnole sous les ordres du gouverneur de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, est plus heureuse qu'en métropole, réussissant à capturer les établissements portugais de l'actuel Uruguay, dont l'objectif central, la ville de Colonia del Sacramento et le Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. D'autre part, en 1763, les Portugais ont vaincu les Espagnols dans le Mato Grosso, au Brésil central et dans la vallée du Rio Negro, au nord du Brésil. L'Empire russe était à l'origine aligné sur l'Autriche, craignant l'ambition de la Prusse sur le Commonwealth polono-lituanien, mais a changé de camp lors de la succession de la tsarine Élisabeth Ier en 1762. De nombreuses puissances moyennes et petites en Europe, comme dans les guerres précédentes, ont essayé de s'éloigner du conflit, même si elles avaient des intérêts dans le conflit ou dans les différents belligérants. Le Danemark-Norvège de Frédéric V, par exemple, était sur le point d'être entraîné dans la guerre aux côtés de la France, lorsque Pierre III est devenu empereur russe et a décidé de changer de camp. Les armées dano-norvégiennes et russes étaient sur le point de se retrouver au combat pour porter le coup de grâce à la Prusse, lorsque le nouvel empereur russe a stoppé la guerre. La République néerlandaise, alliée de longue date à la Grande-Bretagne, a gardé sa neutralité intacte, ne voyant pas pourquoi elle devrait mener une guerre coûteuse pour les intérêts britanniques, et a même essayé d'empêcher la domination britannique en Inde. Si les premiers mois de la campagne militaire semblent augurer une victoire rapide, la machine de guerre française se détraque le 5 novembre 1757, lorsque le prince de Soubise subit devant l'armée de Frédéric II une défaite cuisante à Rosbach. La guerre de 7 ans est parvenue à son tournant. La victoire prussienne de Rosbach, ainsi que celle de Leuthen, remportée un mois plus tard sur les forces autrichiennes, démentent le pronostic d'une guerre de courte durée. Louis XV a cru un peu naïvement que la formidable coalition unissant les forces françaises, autrichiennes, russes et suédoises n'allait faire qu'une bouchée du roi de Prusse. C'était sans compter avec la détermination et le génie militaire de ce dernier. La guerre dans le Saint-Empire, qui contre toute attente se prolonge jusqu'au terme du conflit, se solde pour Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche par un coup d'épée dans l'eau. C'est en effet le statu quo qu'impose aux puissances belligérantes le traité d'Umbensbourg du février 1763. Ce résultat constitue une indéniable victoire pour Frédéric II, qui voit pérenniser la conquête de la Silésie réalisée pendant le précédent conflit. C'est au prix d'un effort de guerre monstrueux et d'un miracle de la mort que le roi de Prusse est parvenu à préserver ses possessions. Dès le lendemain de Rosbach, le théâtre d'opérations européen a commencé à devenir le centre d'intérêt principal de Versailles, en se mettant à oublier l'Amérique. Au mois de janvier 1758, le choix fatal a été fait, comme le révèle ces lignes consignées par le secrétaire d'État des Affaires étrangères, l'abbé de Bernis. Si nous voulons suivre notre affaire de terre, il faut renoncer à celle de mer. Nous ne pourrons encore 2 ans soutenir le fardeau de l'une et de l'autre. Tandis que la France tourne le dos au Nouveau Monde, le ministère britannique sous l'impulsion de Pitt, met au contraire plus de moyens en Amérique. Outre-Atlantique, des voix se font entendre pour que Londres aille le plus loin possible. C'est la conquête de la totalité de la Nouvelle-France que réclament les colons britanniques, qui brûlent d'en finir avec la menace des Français et de leurs alliés amérindiens. Il faudra 3 campagnes militaires pour y parvenir. Décidé à axifier l'économie de la France, Pitt étend le conflit à l'Afrique, conquête de Saint-Louis du Sénégal en mai et de Gorée en décembre 1758, puis aux Antilles, prise de la Guadeloupe en mai 1759, au Nouveau Monde, l'effort de guerre considérable déployé en Amérique met un terme au revers. Quand s'ouvre l'année 1758, la fortune des armées est sur le point de pencher en faveur des Britanniques. Non seulement, ceux-ci s'emparent de la forteresse de Louisbourg, qui garde l'entrée du golfe de Saint-Laurent,
Mais la nouvelle des premières victoires anglaises fait vaciller plusieurs nations indiennes jusqu'à là alliées à la France. Les défections des Amérindiens qui s'accélèrent en 1759 sont appelées à peser lourd dans l'effondrement du Canada. 3 batailles font basculer le rapport de force. Les 2 premières se déroulent sur mer. Le 19 août, au large de Lagos, au Portugal, puis le 20 novembre, près de l'archipel des Cardinaux. La Royal Navy met en pièces la marine de guerre de Louis XV. En empêchant l'envoi de renforts français au Nouveau Monde, ces 2 défaites ont scellé le sort du Canada. Le 13 septembre 1759, sur les plaines d'Abraham, faisant face à la ville de Québec, les forces britanniques du général Wolfe écrasent les troupes de Montcalm. Cependant, la France n'est pas vaincue. Le 28 avril 1760, le chevalier Lévis, successeur du marquis de Montcalm, mort avec Wolfe durant la bataille des plaines d'Abraham, inflige un sérieux revers aux Britanniques. La réalité ne tarde pas à s'imposer dans toute sa dureté aux Français, qui, assiégeant les Britanniques retranchés dans Québec, espèrent voir arriver les renforts venus de la métropole. Le 8 mai 1760, une frégate se montre à proximité de la capitale de la Nouvelle-France. Mais la désillusion est totale. Le navire arborde l'Union Jack. Privé de renfort, les Français voient leurs jours compter au Nouveau Monde. Le 8 septembre 1760, parvenus à Montréal, les Britanniques contrôlent la totalité du Canada. Ni l'alliance avec l'Espagne obtenue le 15 août 1761 par le nouveau secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XV, le duc de Choiseul, ni l'avènement en octobre 1760 de George III, prince moins belliqueux que son prédécesseur, ni le départ de William Pitt l'Ancien du ministère britannique en octobre 1761, ni enfin la remarquable vague de patriotisme qui s'empare des Français, qui offrent leur argent pour reconstruire la marine, ne sont de nature à renforcer le rapport de force militaire. Volant de victoire en victoire, l'Angleterre est en train de s'imposer sur le globe tout entier. Dans les Indes orientales, où s'affrontent les 2 compagnies de commerce, les possessions françaises tombent les unes après les autres. La chute de Pondicherry le 17 janvier 1761 marque la faillite du projet de domination française sur le sous-continent indien. Fraîchement entrée en guerre aux côtés de la France, l'Espagne de Carlos III voit quant à elle se multiplier aussitôt les revers humiliants. Le 12 août 1762, la Havane tombe dans l'escarcelle de l'ennemi. En octobre, c'est au tour de Manille. À la date de cette dernière conquête, on ne peut plus emblématique du caractère planétaire des hostilités. Les négociations sont engagées. Signées respectivement le 10 février 1760 et le 15 février 1763, les traités de Paris et d'Umbenburg bouleversent l'équilibre des puissances qui prévalaient depuis la fin des guerres de Louis XIV. Les clauses de la paix de Paris, qui règlent la partie coloniale et maritime du conflit, ne sont que trop connues. La Nouvelle-France est purement et simplement rayée de la carte. Louis XV cède la totalité du Canada en compensation de la Floride espagnole devenue britannique. Le roi de France offre la Louisiane à Carlos III, roi d'Espagne. En Inde, où la France ne conserve que 5 comptoirs, les Britanniques voient un avenir radieux se dessiner. Si le duc de Choiseul se félicite d'avoir réussi à conserver les îles à sucre des Antilles, ce lot de consolation ne doit pas faire illusion. La France se voit dégradée dans l'échelle des puissances et se trouve réduite à une influence essentiellement continentale. Mais même sur ce chapitre, sa prépondérance n'est plus assurée. Le traité d'Umbenburg sanctionne en effet l'avènement d'une pentarchie composée de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. L'ordre international qui a vu le jour pendant la guerre est appelé à se maintenir jusqu'en 1914. Reprenons la parole à l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, dont le regard sur ce séisme se montre pénétrant. Nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaises et espagnoles servent en Afrique, en Asie, dans les îles de la mer du Sud, sur le continent des 2 Amériques, à l'interprétation de la pensée de plusieurs millions d'hommes. Et nous, des héritiers des conquêtes, de notre courage et de notre génie, entendons-nous parler dans quelques bougades de la Louisiane et du Canada. Sous une domination étrangère, la langue de Racine, de Colbert et de Louis XIV, elle n'y reste que comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique. Comme on l'a vu, la guerre de 7 ans est un conflit qui dure de 1756 à 1763
et qui oppose d'une part la France, l'Autriche, la Russie, la Suède et l'Espagne, à une autre alliance, celle de l'Angleterre, la Prusse et le Portugal. Cette première guerre mondiale se déroule aussi bien en Europe, en Amérique et sur toutes les mers du globe, depuis les Antilles jusqu'aux Indes, débutée par les succès du marquis de Montcalm au Canada avant de tourner au fiasco. À l'issue de la guerre de 7 ans, la France de Louis XV perd la quasi-totalité de son empire colonial et la Prusse s'affirme comme une grande puissance européenne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.